Le 19 août 1977, dans la ville de Schenectady, dans l'État de New York, aux États-Unis, la police repère une voiture roulant en ville en excès de vitesse et changeant de fil de manière erratique. Après quelques minutes de course-poursuite, la police réussit à immobiliser le véhicule, puis en sortent les occupants et les mettent en état d'arrestation. À cet instant, la police n'avait aucune idée de la tournure qu'allait prendre cet événement qui semblait si banal. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais donc te raconter l'histoire terrifiante, mais vraie, du tueur en série, Lemuel Smith. Mais avant que je ne débute ce récit, suis ton destin et abonne-toi à cette chaîne. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Mais commençons par le commencement. Notre histoire débute le 23 juillet 1941, dans la ville d'Amsterdam, dans l'État de New York, aux États-Unis. Ce jour-là voit la naissance de Lemuel Warren Smith. Lemuel est le dernier des 4 enfants du couple formé de John Senior et de Mildred Smith. John et Mildred étaient un couple protestant très religieux. Pour preuve, le père de Lemuel, John Senior, qui était ouvrier dans une usine de General Electric, avait aussi une seconde vie en tant qu'assistant du pasteur de la ville d'Amsterdam. Sa mère, Mildred, quant à elle, était femme au foyer et considérait qu'élever ses enfants dans la foi était la seule voie possible et acceptable. Au-delà de leur côté pieux, les parents Smith vivaient de manière très modeste, mais subvenaient de manière correcte aux besoins des enfants. Et ce, malgré le petit salaire de John Senior. Mais pour bien comprendre les Smiths, il faut revenir quelques années avant la naissance de Lemuel. En effet, en 1939, soit 2 ans avant la naissance de Lemuel, son frère aîné, John Jr., décédait de manière brutale et soudaine d'une encéphalite aiguë. L'encéphalite est une maladie qui peut être d'origine virale ou immunologique, provoquant une inflammation du cerveau ou du tronc cérébral. Ce décès brutal sera vécu comme un véritable déchirement par Mildred et John Senior. Selon la police qui étudiera le cas de la famille plus tard, ce drame pourrait être une des raisons expliquant le côté religieux des parents. Quoi qu'il en soit, vous verrez très bientôt que ce drame familial hantera plus tard la vie de Lemuel. Et ce, même s'il était survenu avant sa naissance. Mais revenons à Lemuel. La petite enfance de Lemuel se passe plutôt normalement. C'est un enfant vif et souriant, malgré la sévérité de ses parents. En effet, la piété de ses parents se ressentait aussi dans les relations entre les membres de la famille. Mildred et John Senior ne montraient aucun signe d'affection envers les enfants. Selon la police et le témoignage de la fratrie plus tard, il n'y avait pas réellement de maltraitance, mais les punitions et les remontrances étaient monnaie courante dans la famille. Quoi qu'il en soit, et malgré cela, la petite enfance de Lemuel se déroule plutôt normalement et rien de spécial n'est à signaler. Cependant, cela n'allait pas durer et une série d'événements allait venir tout déstabiliser. En 1944, alors âgé de 3 ans, Lemuel était en train de jouer dans la rue lorsqu'il fait une chute brutale dans des escaliers. Lors de cette chute, la tête du petit Lemuel va venir heurter très violemment les marches et celui-ci tombera durant quelques minutes dans l'inconscience. Il n'ira pas à l'hôpital ce jour-là, mais il est probable que ce choc ait provoqué une commotion cérébrale chez le jeune Lemuel Smith. Comme vous vous en doutez, une commotion cérébrale à ce si jeune âge n'est pas sans conséquences. Quelques semaines après ce choc, les membres de la famille Smith vont commencer à remarquer un changement de comportement chez Lemuel. Lui, de nature si joyeuse, devient maintenant un enfant très calme. Celui-ci commence aussi à s'intéresser et à poser de nombreuses questions concernant son grand frère décédé avant sa naissance, John Jr. Mais jusque-là, rien de plus n'est à signaler. Quelque temps plus tard, un jour de 1946, Mildred, la mère de Lemuel,
était en train de vaquer à ses occupations dans la maison familiale lorsque celle-ci entend des sanglots venant de la chambre de Lemuel. Elle s'approche de la chambre du petit garçon, alors âgé de 5 ans, et le surprend en pleurs, en train de prier pour que son frère décédé revienne sur terre. Les mots de « revienne sur terre » étaient exactement les mots utilisés par le jeune garçon. De nos jours, ce genre de comportements peuvent mener les parents à consulter un psychiatre. Mais n'oubliez pas que nous sommes en 1946 et que le traitement de la santé mentale est beaucoup moins pris au sérieux que depuis quelques années. Quoi qu'il en soit, les mois passent sans aucun autre incident. Nous sommes maintenant en 1947. Le petit Lemuel a maintenant 6 ans et celui-ci intègre la William Barclay Elementary School à Amsterdam, dans l'état de New York, pour débuter son parcours scolaire. Dès son entrée à l'école, Lemuel se fait remarquer de manière très positive. En effet, celui-ci était un élève sérieux et appliqué. Il avait aussi une grande facilité à se faire des amis. La même année, alors que Lemuel jouait dans la cour de récréation de l'école, il chute une nouvelle fois lourdement. Sa tête viendra heurter le sol, le laissant dans l'inconscience. Là non plus, ne montrant pas de blessure extérieure, il ne sera pas emmené à l'hôpital. D'après la police qui enquêtera sur ce cas plus tard, il est très probable que Lemuel ait une nouvelle fois eu une commotion cérébrale non diagnostiquée. Après ce choc et dans les semaines qui vont suivre, la fratrie commencera à remarquer de nouveau un changement dans le comportement de Lemuel. En effet, il avait maintenant des sautes d'humeur, devenant impulsif durant de courts moments. Cependant, il ne montrait pas encore de signes de violence à cette époque. Et le temps va de nouveau passer, sans aucun autre événement marquant. Mais ces deux commotions cérébrales ne seront pas les seules. En effet, à l'été 1951, Lemuel, alors âgé de 10 ans, jouait avec ses amis dans un arbre lorsque celui-ci décide, sûrement pour impressionner ses amis, de se jeter dans le vide au bout d'une corde à la manière de Tarzan. Bien entendu, la corde va casser sous son poids et Lemuel va tomber au sol, la tête la première, le laissant dans l'inconscience durant quelques minutes. Il est probable que son cerveau soit commotionné, mais il n'ira pas non plus à l'hôpital après cet événement. 2 ans plus tard, en 1953, Lemuel, alors âgé de 12 ans, chute lourdement en luge, se blessant une nouvelle fois à la tête et le laissant dans l'inconscience durant quelques minutes. Après ce 4e choc à la tête, la famille remarque aussi un changement de comportement du côté de Lemuel. Il devient de plus en plus colérique et insolent. Sa mère se rappellera d'une période où il rentrait en rage à chaque fois que ses parents lui demandaient d'aller avec eux à l'église. Mais le plus inquiétant restait à venir. Après ce dernier choc à la tête, Lemuel commençait à dire à sa famille qu'il communiquait avec son frère mort, John Jr. Il racontera à une de ses sœurs que John lui parlait depuis l'enfer et qu'il se sentait dans l'obligation de le protéger. Mais comme vous vous en doutez, là non plus, la famille ne consultera pas de psychiatre. Bien plus tard, devant les enquêteurs, Lemuel déclara avoir tenté, à cet âge, d'étrangler une jeune fille de 9 ans. Mais je ne vais pas davantage développer ce point, car aucune preuve ne sera trouvée corroborant cette histoire. Quoi qu'il en soit, Lemuel n'était plus le même, et il semblait de plus en plus envahi par ses démons. Selon les psychiatres qui étudieront le cas de Lemuel plus tard, il semblerait qu'il commence à développer à cet âge une véritable haine envers les femmes. Une haine nourrie par la sévérité de sa mère. Mais à cet âge, rien de plus n'est à signaler, et la vie continue. En 1955, alors âgé de 14 ans, Lemuel sort diplômé de la William Barclay Elementary School et s'inscrit à la Amsterdam High School pour poursuivre ses études secondaires. De par son physique imposant, il se fait très vite remarquer et est approché par l'entraîneur de l'équipe de basketball de l'école. Et au bout de quelques jours, il intègre officiellement l'équipe et se démarque par ses performances sportives impressionnantes. En 1956, alors âgé de 15 ans, et durant un match de basket, Lemuel chute lourdement et sa tête vient heurter les gradins. Là aussi, il tombera dans l'inconscience et ne sera pas emmené à l'hôpital. Nous sommes maintenant à 5 chocs sévères à la tête, 5 probables commotions cérébrales. Il est quasiment impossible de sortir totalement indemne de tout cela. Après ce dernier choc, Lemuel va encore changer. Il devient cette fois-ci violent et de plus en plus souvent. Il semblait avoir de plus en plus de mal à se contrôler. Il n'avait plus réellement de limites, n'hésitant plus à prendre à partie ses camarades et à commencer à commettre des larcins. Mais le pire allait très vite arriver.
Nous sommes maintenant en 1958. Le 21 janvier de cette année, en fin de soirée, Lemuel Smith marchait dans les rues d'Amsterdam lorsqu'il croise la route de Dorothy Water Street, 45 ans. Pour une raison inconnue, Lemuel, alors âgé de 17 ans, est pris d'une pulsion et décide de la suivre. Au bout de quelques minutes, durant laquelle il va la suivre à distance, il va finalement se rapprocher et se jeter sur elle et l'entraîner dans une ruelle déserte. Sur place, il va lui arracher son sac à main et lui voler tous ses objets de valeur. Après l'avoir volé et dans un état second, il va commencer à la frapper encore et encore jusqu'au décès de la femme. Puis après avoir fini, il va se relever et tranquillement rentrer chez lui. Le corps de Dorothy sera retrouvé quelques heures plus tard par des promeneurs. La police se rendra bien évidemment sur place et débutera son enquête en interrogeant le voisinage. Une des personnes interrogées révèle avoir vu un homme afro-américain de grande taille suivre Dorothy quelques minutes avant sa disparition. La personne en question décrira aussi quelques traits physiques de cet homme. Par acquis de conscience, la police va chercher dans ses dossiers un homme correspondant à cette description dans le voisinage direct du lieu de la découverte du corps. Et la police va alors tomber sur le nom de Lemuel Smith. En effet, un an plus tôt, celui-ci avait été suspecté dans un braquage à main armée dans le même quartier. Et la description du braqueur correspondait à l'agresseur de Dorothy. Le 23 janvier 1958, la police décide donc de se rendre chez Lemuel afin de l'emmener au poste de police pour l'interroger. Mais l'impensable va arriver. La police, le traitant avec aucun ménagement et faisant pression sur lui pour obtenir des aveux, se retrouve mise en accusation pour traitement déloyal. Les déclarations de Lemuel seront jugées non recevables et retirées du dossier. Et en l'absence de preuves solides, toutes les poursuites contre Lemuel seront abandonnées sur le champ. Et celui-ci sort donc totalement libre. Mais la police, convaincue que Lemuel avait tué Dorothy, va continuer à le suivre à la trace. Il sera par exemple constamment filé et contrôlé par les policiers. Soumis à cette pression constante de la police, Lemuel décide de prendre de la distance. À l'été 1959, il décide de déménager chez sa sœur, Edith, à Baltimore, dans l'État du Maryland. Cet éloignement va mettre Lemuel de plus en plus en confiance. Il se sentait maintenant intouchable et ses pulsions allaient vite revenir. Le 5 avril 1959, il se promenait dans les rues de Baltimore lorsqu'il croise la route de Edna Johnson, 25 ans. La voyant devant lui, Lemuel se trouve là aussi pris d'une pulsion incontrôlable. Il décide donc de la suivre et au bout de quelques minutes, il lui saute dessus et la tire dans une ruelle déserte. Il va alors la voler, la frapper et tenter d'abuser d'elle, mais il est vite interrompu par un témoin venant de tomber sur cette scène. Lemuel arrête donc immédiatement et prend la fuite. Après qu'Edna ait porté plainte et décrit son agresseur, Lemuel, déjà connu de la police, est donc arrêté sur le champ et envoyé devant le juge Joseph Brines. Le 12 avril 1959, il est déclaré coupable pour agression et coups et blessures et est condamné à 20 ans de prison. Il purgera sa peine dans la prison de Baltimore. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais il n'en est rien. Lemuel Smith sera libéré 9 ans plus tard pour bonne conduite. Nous sommes maintenant en mai 1968. Lemuel Smith, alors âgé de 26 ans, est libéré de prison après 9 ans d'incarcération pour l'agression d'Edna Johnson. Durant sa période de captivité, Lemuel restera la plupart du temps seul, en train de ruminer sa haine du monde et sa haine des femmes. Après 2 demandes de libération sur parole, en 1964 et 1966, il est finalement libéré à sa 3e demande, en 1968. À sa sortie de prison, Lemuel ne s'était en aucun cas calmé. Bien au contraire, il était maintenant une véritable bombe à retardement, prête à sauter à n'importe quel moment. Après sa sortie de prison, Lemuel, se sachant en conditionnel, décide néanmoins de se tenir à carreau quelque temps. Il rentre dans l'État de New York, du côté de la ville de Albany, et trouve un travail dans une usine de métal en août 1968. Mais cette période calme ne va pas durer. Le 20 mai 1969, il se promenait dans les rues de la ville d'Albany lorsqu'il croise la route de Carol Ann Ferrucci. Comme à son habitude, il est pris d'une pulsion et commence à la suivre. Au bout de quelques instants, il se jette sur elle et l'entraîne dans une ruelle isolée.
Il va alors la frapper et tenter d'abuser d'elle. Mais une nouvelle fois, il est surpris, mais cette fois-ci par un couple de témoins, nommés Anthony et Kathleen Scipione. Il va alors s'enfuir de nouveau. Frustré par ce nouvel échec, il décide de passer une nouvelle fois à l'action le même jour. Il se dirige donc vers la ville de Amsterdam et croise sur la route une amie de sa mère nommée Ona Pope, 46 ans. Il s'arrête à son niveau et commence à la suivre. Puis, comme à son habitude, il se jette sur elle et l'entraîne dans une ruelle avant de la frapper et d'abuser d'elle. Ona Pope, faisant preuve d'un courage impressionnant, réussit à calmer et à convaincre Lemuel de la laisser partir sans lui faire de mal. Il accepte et laisse partir Ona Pope. Celle-ci se rendra directement à la police et portera plainte contre Lemuel. Au bout de quelques jours, la police réussira à faire un lien entre les deux agressions et un mandat d'arrêt sera émis contre Lemuel Smith. Début juin 1969, Lemuel est donc arrêté une nouvelle fois et envoyé devant le juge Archibald Wemple. Le 11 novembre 1969, Lemuel est reconnu coupable et condamné à une peine de prison comprise entre 4 et 15 ans. Le 5 octobre 1976, après 7 ans de prison, Lemuel Smith est de nouveau libéré sur parole. Là encore, sa période carcérale n'avait pas calmé ses pulsions. Bien au contraire, sa haine de la société avait encore augmenté. Il était plus que jamais une véritable bombe à retardement, prête à exploser à tout moment. Et ce qui devait arriver allait finalement arriver. Nous sommes maintenant en 1976. Lemuel venait d'être libéré sur parole après 7 années d'incarcération pour les agressions de Carol Ann Ferrucci et Donna Pope. Le 24 novembre 1976, soit seulement un mois après sa libération, Lemuel décide de cambrioler un magasin de produits religieux dans la ville de Albany, dans l'État de New York. Ce jour-là, dans le magasin, se trouvait le propriétaire Robert Ederman, 48 ans, et sa secrétaire Margaret Byron, 59 ans. Alors que Robert Ederman plaçait quelques produits dans des rayons, la porte du magasin s'ouvre sur la silhouette de Lemuel Smith. Dès son entrée, celui-ci sort son couteau et se dirige vers Robert. Le menaçant de son couteau, il lui ordonne de vider sa caisse. Robert Ederman s'exécute. Puis sans signe annonciateur, Lemuel, dans un état second, se jette sur Robert Ederman et le poignarde à de nombreuses reprises. Puis après avoir tué Robert, il se dirige vers Margaret Byron et la poignarde à son tour. Après avoir fini, Lemuel se relève et retourne à son travail. Un travail d'ouvrier dans une usine d'Albany qu'il avait réussi à décrocher quelques jours après sa sortie de prison. Plus tard ce jour-là, la police sera appelée et se rendra sur les lieux du crime. La police commencera son enquête en repérant à proximité de potentiels suspects pouvant avoir commis ces meurtres. Et le nom de Lemuel Smith ressort une nouvelle fois. En effet, son statut de libéré sur parole faisait de lui un suspect potentiel naturel. La police se rend au travail de Lemuel et demande à lui parler. Celui-ci niera avoir commis ces meurtres et dira avoir un alibi pour l'heure des crimes. La police note cependant que des traces rouges et quelques cheveux se trouvaient sur les vêtements de Lemuel. Mais à ce stade, il n'avait aucune preuve et comme vous le savez, les analyses ADN n'existaient pas encore à cette époque. Mais la découverte de traces rouges et les cheveux sur les vêtements de Lemuel font néanmoins de lui le seul suspect crédible à cet instant. Et la vie continue normalement pour Lemuel, sans être véritablement inquiété. Le 23 décembre 1976, soit un mois après le double meurtre du magasin de Albany, alors que la police enquêtait encore sur cette affaire, le corps de Johan Richbourg, 24 ans, est retrouvé mutilé et abusé dans sa voiture au centre commercial de Colony Center, dans la ville de Colony, près de Albany, dans l'État de New York. Le caractère brutal de la scène et la proximité avec Albany va faire de Lemuel Smith, une nouvelle fois, le principal suspect dans ce meurtre. Mais là aussi, les preuves manquaient et rien à ce stade ne pouvait justifier d'un mandat d'arrêt à son encontre. À cette période, Lemuel se savait dans les radars de la police, mais le fait de passer entre les gouttes va renforcer sa confiance en lui. Il se sentait fort et sentait que rien ne pouvait l'inquiéter. Le 22 juillet 1977, alors que la police travaillait sur les 3 premiers meurtres sans réelle avancée, le corps de Maralee Wilson, 30 ans,
est retrouvé près des voies ferrées dans le centre-ville de Schenectady, dans l'État de New York. Maralee Wilson avait été étranglée et son corps avait été horriblement mutilé. À la découverte du corps, la police remarque tout de suite les similitudes avec la scène de crime de Johann Richburg. Arrivée sur la scène du crime, la police commence donc son enquête. Un rapide appel à témoins permet de déterminer que le jour de son meurtre, Maralee Wilson avait été abordée par un homme afro-américain de grande taille. De plus, Lemuel avait pour habitude de fréquenter assez régulièrement ce quartier. Là encore, pour les enquêteurs, Lemuel Smith était devenu le principal suspect de ce meurtre. Mais pourquoi n'avait-il pas encore été arrêté, me direz-vous? Eh bien, la police, malgré leurs fortes intuitions, n'avait là encore aucune preuve solide. Seulement des suppositions, mais rien de suffisamment solide pour pouvoir appeler un juge et demander un mandat d'arrêt en bonne et due forme. Et là encore, Lemuel Smith passait entre les gouttes et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Mais comme souvent, un événement imprévu allait venir rebattre les cartes. Le 19 août 1977, soit un mois après le meurtre de Maralee Wilson, Lemuel se promenait dans les rues de Schenectady lorsqu'il repère au bord de la route Marianne Maggio, 18 ans. Comme à son habitude, il s'arrête et commence à la suivre. Au bout de quelques minutes, il se jette sur elle et la pousse dans une ruelle calme. Il va ensuite la frapper et abuser d'elle. Après avoir fini, il ne va pas la tuer tout de suite. Il décide de l'emmener à sa voiture garée quelques rues plus loin, puis lui demande de se mettre au volant et de le conduire dans la ville de Albany, à quelques kilomètres de là. Marianne Maggio accepte et se met donc au volant. Mais sous la menace de l'arme de Lemuel, Marianne ne se rend pas tout de suite compte qu'elle était en excès de vitesse et qu'elle franchissait les lignes sans utiliser les clignotants. Très vite, une patrouille de police repère cette voiture au comportement erratique et commence à les suivre. Au bout de quelques minutes de poursuite, leur voiture est arrêtée et le policier s'en approche. Il remarque très vite l'expression de peur de Marianne Maggio. Convaincu que quelque chose d'anormal se déroulait dans cette voiture, il décide d'arrêter Marianne et le second occupant du véhicule, Lemuel Smith. Les deux sont donc emmenés au poste de police et Marianne décrira très vite le calvaire qu'elle venait de subir. Grâce à la déclaration de Marianne, la police avait maintenant une raison de garder Lemuel le temps d'avancer sur l'enquête. Quelques jours avant l'arrestation de Lemuel, la police avait fait une découverte importante. En effet, le lieutenant de police, Don Pinto, en examinant les photos de la scène de crime de Maralee Wilson, repère des traces qui ressemblaient à des traces de morsure sur le nez de la victime. Très vite, il demande au médecin légiste de vérifier ce point. En quelques jours, le corps de Maralee est donc exhumé et les traces sont effectivement identifiées comme des morsures. Des moulages sont aussi effectués à partir de ces traces. Les policiers ayant maintenant ces moulages en main avaient donc de quoi confondre définitivement Lemuel Smith. Une empreinte dentaire sera ensuite collectée sur Lemuel. Cette comparaison prouvera avec certitude que Lemuel était bien le tueur de Maralee Wilson. Fin octobre 1977, un autre test sera effectué, mais cette fois-ci concernant le double meurtre de Robert Ederman et celui de Margaret Byron. En effet, sur le lieu du crime de ce double meurtre, la police découvre un bout de tissu que le tueur devait avoir fait tomber durant son braquage. La police décide alors de mettre à contribution un chien policier afin de résoudre cette affaire. Lemuel est donc emmené dans un stade avec 4 autres hommes. Puis les policiers feront sentir au chien le bout de tissu retrouvé sur la scène de crime. Dès la libération du chien, celui-ci se dirige directement vers Lemuel Smith. Cette opération sera effectuée 2 fois supplémentaires et à chaque fois, le chien se dirigera directement vers Lemuel. Il n'y avait plus de doute possible. Lemuel était leur homme. Le périple macabre de Lemuel Smith allait s'arrêter là. Enfin, pas tout à fait. Oui, il y a une suite à cette histoire. Mais attendez, ça va venir. Le 5 mars 1978, grâce aux traces de morsures et à l'identification des chiens, Lemuel Smith, se sachant cerné, décide de tout avouer pour tenter d'éviter la peine de mort. Le procès de Lemuel Smith s'ouvre début janvier 1979. Durant son procès, Lemuel Smith tentera de plaider la folie
en mettant en avant ses différents chocs reçus à la tête durant son enfance. Il dira aussi que son frère mort avant sa naissance lui ordonnait de tuer. Après quelques semaines de procès intenses, le verdict tombe le 2 février 1979 et Lemuel Smith est condamné à la prison à vie. Il purgera sa peine dans la prison de Greenhaven dans l'État de New York. Mais comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, cette histoire n'est pas tout à fait finie. Nous sommes maintenant en 1981. Depuis 2 années maintenant, Lemuel Smith était détenu dans la prison de Greenhaven après ses différents meurtres et agressions, où il y purgeait une peine à perpétuité. Depuis son incarcération, Lemuel Smith semblait s'être apaisé. Il participait régulièrement aux différentes activités de la prison et n'avait plus montré de signes de violence. Mais Lemuel reste Lemuel. Le 15 mai 1981, une surveillante de la prison nommée Donna Payant faisait une tournée d'inspection avec un de ses collègues lorsque l'un des téléphones de la prison sonne. Donna se dirige vers le téléphone et répond. Son collègue qui se trouvait à ses côtés l'entend répondre « Un problème ? Ok, j'arrive tout de suite ». Après avoir raccroché, elle se dirige vers son collègue et lui dit avoir un problème à régler et qu'ils se retrouveront plus tard. À la fin de la journée, Donna Payant ne reviendra pas pour faire sa transition de car avec une autre collègue. La nouvelle de sa disparition fait très vite le tour de la prison. Puis très vite, tous les surveillants de la prison se mettent à sa recherche. Les différentes pièces de la prison seront toutes inspectées, ainsi que chaque cellule. Mais rien, Donna avait réellement disparu. Le lendemain, un camion poubelle, comme à son habitude, venait récupérer les déchets de la veille pour les emmener dans une décharge à quelques kilomètres de là. Lorsque les déchets sont étalés dans la décharge, les employés découvrent un bras sortant des poubelles. La police sera très vite appelée sur place et identifiera le corps retrouvé comme étant celui de Donna Payant. Très vite après la découverte du corps, la nouvelle fait le tour de la communauté et de la presse. C'était la première fois qu'aux États-Unis, une femme surveillante de prison était assassinée lors de son service. Par pure coïncidence, le même médecin légiste qui avait travaillé sur le cas de Maralee Wilson est appelé pour examiner le corps de Donna Payant. Et très vite, celui-ci repère des morsures sur le corps de Donna Payant. Et cela fait tilt dans son esprit. Tout de suite, il reprend le dossier de Maralee Wilson et récupère le moulage des dents. Et c'est ainsi que le meurtrier sera identifié comme étant Lemuel Smith. Décidément, cet homme n'a aucune limite. Il avait encore frappé. Pour le meurtre d'un officier assermenté de l'État, Lemuel risquait cette fois automatiquement la peine de mort en cas de verdict de culpabilité. Le procès de Lemuel commence le 20 janvier 1983. Durant ce procès, des experts divers vont se succéder à la barre pour parler des empreintes dentaires de Lemuel et de son état mental. Quelques théories firent aussi leur apparition du côté de la défense, comme une histoire de règlement de compte entre gardiens de prison. Mais le 10 juin 1983, Lemuel Smith est reconnu coupable et condamné à mort. Le 2 juillet 1984, sa peine de mort est finalement commuée en prison à vie. Lemuel Smith est encore vivant lors de la sortie de cette vidéo et est actuellement incarcéré dans la prison de sécurité maximale de Wende. Malgré ces condamnations, la vie de Lemuel Smith reste un véritable mystère. Était-il réellement convaincu de parler à son frère mort, ou tout ceci n'est qu'une invention pour réduire sa peine? Nous ne saurons jamais vraiment le fin mot de l'histoire, puisque Lemuel Smith est dans un mutisme quasi total depuis son incarcération. Voilà, âme innocente, la terrifiante histoire de Lemuel Smith, ou le parcours macabre d'un homme psychotique, resté en liberté beaucoup trop longtemps, ayant eu le temps de détruire tant de vies et de familles. Lemuel Smith est un tueur en série assez méconnu, mais reste une cicatrice ouverte dans l'histoire criminelle de l'État de New York, de par sa cruauté sans limite et sa froideur. N'hésite pas à me faire part de tes remarques dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.